Ok, petite capsule un peu rapide, 351. Donc, on poursuit sur la classification, juste pour discuter euh, d'un outil qui peut être intéressant pour voir si enfin, pour voir si un classifieur est bon et en particulier comparer des classifieurs. Ok. Je vais juste essayer de basculer. Voilà. Donc, petite typo ici que je corrige avec mes petites mains. Donc, on est sur la 352 sur ces problématiques de classification et de courbe ROC, qui seront un outil de base, je pense, pour mesurer la pertinence d'un classifieur. Okay, donc, un classifieur, encore une fois, c'est que vous avez une variable y qui vous intéresse, mais qui peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Et en particulier, les méthodes que je vous présente ne marchent que dans le cas binaire. Dans un cas multinomial, ça ne marche pas. Donc, le principe, c'est que j'essaie de prédire la probabilité d'être de type 1. Okay, donc, encore une fois, y prend juste deux valeurs, 0 ou 1. Et donc, j'essaye de. J'ai construit un modèle P-chapeau qui me donne cette probabilité d'être de type 1 quand vous me donnez un X. Okay, donc, pensez aux urgences, pensez à n'importe quoi. Voilà, quelqu'un arrive aux urgences, vous prenez des mesures, vous voulez savoir si la personne survit ou pas. Euh, vous avez construit votre modèle. Donc, je renvoie à la capsule précédente qui vous donne des idées un peu générales sur comment se construire une régression logistique. Mais encore une fois, vous pourrez en avoir plein d'autres. En particulier, je pense que Marie-Jean vous présentera peut-être des arbres, peut-être des techniques un peu différentes de classifier. Mais voilà. Supposons que vous en ayez un. Supposons que quelqu'un arrive, vous êtes capable d'attribuer une probabilité. Et vous voulez savoir si le modèle est bon. Donc, la méthode dont on va procéder, elle est très simple. Elle consiste à se souvenir que quand on passe par des probabilités, ça va être une étape préliminaire avant de classer dans une classe. Okay, donc, encore une fois, je disais, je suis entre 0 et 1. Donc, mes valeurs limites sont 0 et 1. Soit je survis, soit je décède. Okay, mais j'ai une grandeur qui est dans cet intervalle. Okay, donc, ce qu'on va dire, c'est peut-être que je peux mettre en place un système de seuil et me dire, si jamais il y a plus de 60% de chance, dans ces cas-là, je prédis que je vais être de type 1. Au contraire, si jamais j'ai moins de 60% de chance, je prédis que je suis de type 0. Okay, vous avez un classifieur de récidive, par exemple. Vous avez mesuré la probabilité pour qu'une personne récidive dans un problématique de justice. Vous allez devoir décider à partir de quel seuil est-ce que vous décidez de libérer ou pas la personne. Est-ce que vous décidez si jamais il y a 20% de chance de récidive ou est-ce que vous la libérez au contraire si vous mettez un seuil à 70%. C'est ça l'histoire du seuil. Vous fixez un seuil S et vous dites, si jamais votre probabilité dépasse le seuil, alors vous dites que vous êtes type 1. Et au contraire, si votre probabilité est trop faible, vous allez prévoir que vous êtes de type 0. Okay, donc l'étape fondamentale, et je vais peut-être insister là-dessus en le surlignant, okay, c'est de se dire qu'on va travailler à seuil donné. Okay, donc je vais me donner un seuil qui est n'importe quelle grandeur entre 0 et 1, et à ce seuil donné, je vais regarder ce qui s'est passé. Et là, je renvoie à quelque chose dont j'ai déjà parlé, c'est les tests. Et les tests et la théorie de la décision. Quand on fait un test, on va prendre une décision. Et là, c'est la même chose. J'ai une information qui est le score de récidive. Je vais prendre une décision qui est remettre en prison, relâcher. Okay, donc, on peut comparer les variables Y avec ce que vous donne votre score. Pas le score, pardon. La prévision que vous venez de faire à partir de ce score. Okay, donc, encore une fois, si jamais la probabilité de type 0 est faible, je vais plutôt prédire Y chapeau égale 0. Si votre probabilité de valeur 1 est grande, vous allez plutôt prédire Y chapeau égale 1. Okay, donc, ce qu'on s'attend à avoir, c'est plutôt des choses qui sont sur la première diagonale. Okay, ce que vous attendriez à avoir, c'est effectivement prévoir des 0 quand vous avez des 0 et prévoir des 1 quand vous avez des 1. Mais on peut faire des erreurs. Okay, et c'est ce qu'on observe très exactement à droite, où ici j'ai pris un seuil de mémoire à 50%. Okay, donc je vous rappelle qu'on avait observé que la courbe d'iso probabilité, ou la courbe d'indifférence entre les rouges et les bleus, et donc c'est cette courbe à 50%. Okay, donc on avait cette courbe-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a commis des erreurs. Donc si jamais je vous dis au-dessus je suis bleu, en dessous je suis rouge, effectivement j'ai pas mal de points bleus qui sont bien classés. D'accord, donc les points bleus qui sont ici sont bien classés. Okay, et j'en ai 5. Donc les 5 points qui sont là, c'est ceux qui sont ici. Okay, donc les 5 points, je vais les retrouver là. Okay, j'ai 3 points rouges qui sont bien classés. Donc ces 3 points rouges, je vais les retrouver ici, bien classés. Okay, et j'ai des points un peu plus exotiques. Okay, donc mes points exotiques, c'est quoi? C'est ce petit point rouge qui est mal classé. Okay, donc
Il est mal classé, je vais le retrouver. Oups, forcément, si je vais prendre un crayon qui ne marche pas, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, je renvoie sur cette probabilité-là. OK. Donc, ici, je suis en train de prévoir qui sera de type bleu. OK. Donc, je suis en train de le mettre dans la catégorie de type 1. Encore une fois, ici, j'ai B1, en dessous, j'ai mes 0. Okay. Donc, je suis en train de le mettre dans la catégorie des 1, mais pour de vrai, c'est un point rouge. Okay. Donc, j'ai commis une erreur ici. Et pareil, le petit point bleu qui se trouve en bas à gauche, je vais le retrouver là. Okay. Donc, les deux observations qui sont le point rouge dans la région bleue et le point bleu dans la région rouge, ça correspond à mes deux erreurs. Okay. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'observer, c'est cet objet-là qui s'appelle une matrice de confusion. Donc, la matrice de confusion, c'est à seuil donné, si jamais je répartis mes rouges et mes bleus avec cette courbe de séparation qui est cette droite, comment est-ce que je commets des erreurs? Okay. En l'occurrence, je n'ai pas un espace qui est séparable. Okay. J'ai aucune droite qui me permet de séparer les rouges et les bleus, et donc je vais forcément commettre des erreurs. Okay. Ce qu'on essaie juste de se dire, c'est, certes, je vais faire des erreurs, mais peut-être que je peux le contrôler un minimum. Okay. Je reprends cet exemple-là. Si jamais je prenais un seuil peut-être plus faible, okay. Supposons cette fois-ci que je place mon seuil ici. Okay. Donc encore une fois, mais mon modèle est un modèle linéaire. C'est la régression logistique. Okay. Logistique veut dire les courbes d'indifférence de probabilité sont forcément des droites. Okay. Donc mes P chapeau X, c'est des droites. D'accord. Donc ma régression logistique, elle me dit que je vais construire cette droite-là. Supposons que ce soit mon nouveau seuil. Donc mon seuil ici, il est là. Et j'ai construit ce classifieur. Ce qu'on observe, c'est que cette fois-ci, parmi mes points bleus, j'ai aucune erreur. Tous mes points bleus ont été bien classés. Okay. Dans ces cas-là, ici, je vais récupérer 0. Je récupère 0 et 6. Okay. Sauf que quand je fais ça, généralement, je le paye. Et en particulier, je le paye parce que j'ai 2 erreurs rouges. Donc en fait, peut-être que j'ai 0 ici, mais je vais avoir 2 erreurs là. Okay. Donc en fait, le choix du seuil, c'est fondamentalement un choix d'erreur. Quel type d'erreur est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis prêt à me tromper sur mes points rouges, ou au contraire, est-ce que je suis prêt à me planter sur mes points bleus? Okay. Pareil, si jamais je voulais supprimer mes points, mes erreurs de type rouge, dans ces cas-là, je pourrais prendre un autre seuil. Okay. Donc je vais prendre un seuil peut-être par ici. Okay. Donc cette fois-ci, tous mes points rouges, ils sont bien dans la partie inférieure. Donc j'ai 0 erreur de type rouge. Okay. Donc ici, j'aurai un 0, alors qu'ici, j'ai un 4. D'accord. Sauf que faire ça, ça fait que je fais plus d'erreurs en bleu. En particulier, ici, j'ai 2 erreurs en bleu. Potentiellement une troisième, mais j'en ai au moins 2. D'accord. Donc, je reviens sur un point dont je parle depuis le début quand on fait des tests. Quand on fait des tests, on a un arbitrage à faire entre les erreurs de mal classer les rouges ou les erreurs de mal classer les bleus. Erreur de première ou erreur de seconde espèce. Donc on a exactement le même souci ici. À partir du moment où je ne peux pas séparer par un séparateur linéaire, dans ces cas-là, je vais forcément commettre des erreurs. Et ce qu'on voudrait juste comprendre, c'est combien d'erreurs je commets. D'accord. Donc ce qu'on va essayer de quantifier, c'est ces erreurs. Et pour ça, on va passer par différents types d'outils. C'est ce qu'on va appeler les faux positifs et les vrais positifs. Okay. Donc je reviens sur mon graphique de base. Donc ici, j'ai mes points de départ qui sont en haut à gauche. Okay, je vais peut-être repasser en noir, ça sera plus clair. Donc ici, j'ai choisi mon seuil. Donc mon seuil S, il est là. Mon seuil S, il est à peu près à 50%. Donc c'est ce qu'on observe sur la partie de droite. Okay. Donc ici, j'ai observé mes points en Y. Ici, j'ai mes scores, donc mes probabilités P chapeau de X. Okay. Donc ici, je représente mon individu XI, par exemple. La probabilité pour un individu XI. Et ici, je sais que YI était égal à 1. Okay. Ici, j'ai une autre probabilité. J'ai un autre individu, j'ai une autre probabilité pour ce point à peu près à 50, un peu moins de 50%. Okay. Et j'ai observé un YI' qui était égal à 0. Okay. Donc je représente dans mon espace, donc je suis dans mon carré unité, hein, je suis entre 0 et 1. Donc sur l'axe des Y, j'ai ma valeur Y. Donc soit j'ai mes points en 0, soit j'ai mes points en 1. Fondamentalement, c'est des points en 0, 1. Okay. Et sur l'axe des X, je vais mettre le score. Okay. Donc on se doute que si jamais mon modèle était bon, okay, je vais juste effacer un tout petit peu, mais si mon modèle il est bon, ce qu'on espérait avoir, c'est plutôt avoir des points qui sont pas mal concentrés par ici pour les points rouges et pas mal concentrés par là-haut pour les points bleus. Okay. Dans un monde idéal, ce serait ça. Dans ces cas-là, je n'aurais pas d'erreur. Dans ces cas-là, c'est facile. Si jamais j'avais effectivement séparé comme ça, dans ces cas-là, je coupe effectivement à peu près à 50%. Mes points rouges, je les classe en rouge, mes points bleus, je les classe en bleu et tout va bien.
Sauf qu'ici, on voit qu'on a des petits points un peu extrêmes. Donc en particulier, j'ai ce point-là et j'ai ce point-là qui font que mon classifieur ne sera jamais bon. Okay, c'est vraiment les deux points qui sont de mémoire, ce point-là et ce point-là. Okay. Il y a un point rouge qui est vraiment trop dans la région bleue et que je ne vais jamais pouvoir mettre dans la région des rouges. Ou alors, si je le mets, c'est que je vais vraiment le payer très cher sur les bleus. Okay. Donc, je peux le revisualiser sur mon petit dessin juste en bas. Okay. Donc, je vais me faire évoluer mon seuil ici. Okay. Donc, mon seuil, il est là, il est à 50%. Et donc, je vois quelles sont mes erreurs que je commets. D'accord. Mes points rouges bien classés, ils étaient ici. Donc, ma couleur est un tout petit peu dérangeante parce que je mets du bleu pour ce qui est bien prédit et du rouge pour ce qui est mal prédit. Okay. Mais ici, je prévois bien mes points rouges. En haut, je prévois bien mes points bleus. Okay. Sauf que je commets des erreurs. Je commets une erreur ici, je commets une erreur là. Okay. C'est exactement le tableau qu'on avait auparavant. Ben, ça, on va l'interpréter. Donc ça, on va utiliser ça. Donc on repasse par notre tableau de contingence. Je vous rappelle, j'avais mon petit tableau dans lequel je comptais mon Y chapeau qui valait 0 ou 1, mon Y qui valait 0 ou 1, okay, et puis je commettais des erreurs. Okay, donc là, c'était les valeurs qui étaient bien prédites, et puis ici, j'ai une erreur, et ici, j'ai une erreur. D'accord. Donc, on a ces deux valeurs ici qui vont nous déranger, d'accord, parce qu'on a des erreurs qui sont possibles. Je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai un problème de timing sur la projection de mes slides. Je vais peut-être faire une petite pause et revenir. Pardon, petit souci de réseau Wi-Fi. On coupera ça au montage. Donc, on a ce tableau d'erreurs, en fait, ce tableau d'erreurs de première et de seconde espèce. Et de ça, je pourrais en déduire des informations qui sont les faux positifs et les vrais positifs. Okay. Donc, c'est exactement ce qu'on va obtenir sur le graphique qui se trouve en haut. Okay. Donc ici, je vais traduire le taux de faux positifs. Donc le taux de faux positifs, c'est quoi? C'est les personnes que j'avais mis en positif, mais en fait qui ne le sont pas. C'est-à-dire que je les ai prédites en 1, mais en fait elles ne sont pas en 1. Donc ça veut dire quoi? C'est le taux de faux positif, c'est tout simplement la proportion de points rouges que j'ai en bas, conditionnellement par rapport à cette catégorie-là. Donc en l'occurrence, ici, j'en ai 1 sur combien est-ce que j'ai de personnes qui sont effectivement, qui ne sont pas positives. Okay. Donc j'en ai 1 sur 1 plus 3. Okay. Donc j'ai 25%. Donc ce qu'on espère, c'est que ce taux de faux positif il soit le plus faible possible. Okay. Dans ces cas, ça veut dire que j'ai un modèle qui est relativement bon. Donc on aimerait bien que ce taux il passe le plus faible possible. Le taux de vrai positif, je l'ai où? Ben, c'est au contraire ce qui se trouve en haut. Donc c'est le nombre de points qui se trouve là. Alors de mémoire, j'ai l'impression que j'en ai 4, mais en fait j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 points. Et j'ai 5 points sur combien de points qui étaient de type positif? Ben, j'en ai 6. Okay. Donc ici, la valeur qu'on va trouver ici, c'est quoi? C'est tout simplement le 5 divisé par 5 plus 1. Okay. Donc c'est les 6 points qui sont fondamentalement de type 1. Okay. Donc ici, c'est le nombre de y égale 1. Okay. Donc en l'occurrence, c'est très exactement 6. En bas, au dénominateur, j'avais le nombre de y égale 0. Okay. Donc j'avais toujours 4. Okay. Et je me demande tout simplement combien pour la partie supérieure, combien était bien classé. Okay. Donc en l'occurrence, 5 sur les 6. Et sur la partie inférieure, combien était mal classé, c'est-à-dire 1 sur les 4. Okay. Donc je me trouve très exactement ici à un point qui est à 5 sixièmes, donc qui fait un peu plus de 80%. Et en bas, on est à 25%. Okay. Donc on obtient ce point qui se trouve là. Ce qu'on espère, c'est que le point il sera le plus dans la partie supérieure en haut à gauche. Okay. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que mon taux de vrai positif il soit élevé et que mon taux de faux positif il soit le plus faible possible. D'accord. Donc on espère avoir un point qui soit le plus haut possible dans le cadran. Okay. Donc ça, c'est ce que j'avais construit en prenant un taux à 50%, un seuil à 50%. Maintenant, je suis désolé, mais je vais tout effacer. Okay. Je peux faire exactement la même chose en bougeant un tout petit peu. Je vais prendre un autre seuil. Donc je vais prendre un autre seuil, par exemple ici, à 80%. Okay, ben, si jamais je me mets à 80%, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, mon modèle, il est bon. Ça dépend de mon critère de bon, mais il n'est peut-être pas si mauvais que ça, parce que toutes les personnes qui sont dans la partie inférieure, je les ai bien classées. Donc en l'occurrence, ici, j'ai un taux de faux positif qui vaut 0.
Okay, j'ai commis aucun zéro positif. Toutes les personnes qui étaient 0, je les ai prédites à 0. Par contre, forcément, on va avoir un taux de vrai positif qui est plus faible. D'accord? Donc, en l'occurrence, ici, j'en ai un peu moins. Okay, donc, en l'occurrence, on peut montrer qu'on doit être à peu près à 4 points sur 6. Okay, donc, on a un point qui, en fait, va être le point qui est très exactement ici, où j'ai 0% de faux positifs et 2 tiers, donc 66% de vrais positifs. Okay, donc le point qui est ici, je l'obtiens tout simplement en mettant un seuil de probabilité qui est très élevé. Je ne vous dis que vous êtes de type 1 que si la probabilité est très 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 élevée. Okay, c'est ça que ça nous dit. Je peux faire, et désolé, je vais encore effacer, le raisonnement complètement inverse, qui consiste à dire, en fait, ce n'est pas les individus de type 0 que je veux bien prédire, c'est ceux de type 1. Dans ces cas-là, je vais prendre un seuil plus faible. Je vais mettre sur un seuil qui serait beaucoup plus faible, disons peut-être à 20%. Okay, donc, si jamais vous dépassez 20%, moi, ça me suffit pour vous dire que vous allez être de type 1. Okay, dans ces cas-là, je commets 0 erreur de prévision de type 1. En mettant un seuil à 20%, tout le monde est classé 1 quelque part. Okay, donc, ce que je vais observer, c'est tout simplement que mon taux de faux positif, de vrai positif, pardon, sur la partie supérieure, il est à 100%. Et quand je regarde sur la partie inférieure, j'en ai 2 sur lesquels je me suis trompé et 2 sur lesquels j'ai bon. Donc, le taux de faux positif, il est à 50%. Okay, donc, je me trouve très exactement ici et là-haut. Donc, je me retrouve avec ce point quelque part par là. Okay, donc, je suppose que j'étais sur le point qui est ici. Okay, donc, qu'est-ce qui va se passer là? C'est tout simplement, je vais avoir une baisse de 1/6 très exactement au moment où je vais arriver à ce point-là. D'accord, donc, j'augmente mon seuil. Le seuil augmente jusqu'au moment où je commence à mal classer quelqu'un. Et comme par hasard, ça va me faire passer. Donc, ça ne me changera pas mon faux positif. Okay, je ne vais rien changer sur la partie inférieure. Donc, je suis toujours à 50%. C'est juste que je vais avoir un saut de 1/6 sur la partie supérieure. Mais de manière complètement duale. Je vais avoir exactement le même résultat dans l'autre sens. Si jamais je m'intéressais cette fois-ci au classifieur en bas, okay, ici, je classais bien. Ici, je classais bien jusqu'au moment où j'atteignais mon point qui est ici. Okay, et dans ces cas-là, j'ai un petit saut. Donc, j'étais ici. Tout d'un coup, je vais avoir un saut. Donc, je ne bougerai pas sur mon Y parce que localement, quand je suis proche de là, j'ai toujours au moins la moitié les 2 tiers des observations qui sont bien classées. Okay, j'en ai toujours 4 versus 2 erreurs. Okay, sauf que tout d'un coup, je bascule en passant de 0 faux positif à 1 faux positif. Et donc, on a un saut de 25%. Okay, donc, le moment où je passe très légèrement à gauche du point en bas, je passe au point qui va se trouver là. Et donc, ce qu'on est en train de construire, c'est juste en jouant sur mon seuil, donc en faisant balayer l'espace 0,1, en fait, je suis tout simplement en train de décrire ma courbe, qui est la courbe qui va s'appeler la courbe ROC, okay, qui va se construire sur la partie droite. Okay, donc, quand je commence avec un seuil qui est à 0, donc supposons que je commence par ici, ce qu'on disait, c'était qu'on ne commettait pas d'erreur en haut, donc on va commencer en haut. Donc, ici, j'ai un seuil qui vaut 0. Ici, j'aurai un seuil qui vaut 1. Okay, et ce qu'on voit, c'est que quand je commence à augmenter mon seuil, tranquillement, on va se déplacer comme ça jusqu'à atteindre la partie inférieure. Okay, donc, la courbe ROC, c'est tout simplement l'évolution de ce graphique dans lequel je représente le taux de faux positifs versus le taux de vrai positif. Et assez naturellement, ce qu'on a, c'est que plus ma courbe va être en haut à gauche, meilleur sera mon modèle. Okay, donc, cet outil est un outil assez standard pour mesurer un classifieur. Okay, un bon classifieur, il est très en haut à gauche. Okay, ça veut dire qu'il a réussi à bien repérer les individus. Okay, le classifieur le plus mauvais que je puisse avoir, il est très simple. C'est celui qui va se retrouver en fait sur la diagonale. Donc, le classifieur qui se trouve ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un classifieur aléatoire. Okay, c'est-à-dire que si jamais j'avais 50% de points rouges et 50% de points bleus, à chaque fois qu'un individu arrive, je lui lance une pièce et je le classe de manière aléatoire. Okay, dans ces cas-là, en moyenne, je devrais être bon. Okay, si jamais vous avez une base avec 80% de points bleus, 20% de points rouges, vous tirez au hasard avec les probabilités 80%, 20%. Dans ces cas-là, vous obtenez cette courbe-là. Okay, là, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que si jamais vous faites mieux que le hasard, vous devez être dans cette partie supérieure. Okay, et plus vous êtes en haut, meilleur vous êtes. Okay, le modèle parfait, ce serait ce modèle complètement rectangulaire, okay, dans lequel je pourrais avoir 0% de faux positifs et 100% de vrais positifs. Donc ça, c'est le cas où vous avez vraiment un séparateur linéaire.
Ok. Donc, si jamais vous avez un nuage de points avec des points bleus qui se trouvent par là et des points rouges qui se trouvent par ici, dans ces cas-là, je peux construire un séparateur qui serait parfait. Ok. Et dans ces cas-là, je peux atteindre très exactement cette valeur-là. Et dans ces cas-là, votre classifieur, il marche parfaitement. D'accord. Donc, le cas le plus intéressant, c'est toujours ce cas où on peut se tromper. Ok. Et dans ces cas-là, ce qu'on espère, c'est juste être le plus haut possible. Ok. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a sûrement une grandeur qui est intéressante. C'est ce qui se cache ici. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'air sous la courbe. Ok. Donc, le coefficient AUC, qu'on voit un petit peu partout quand on travaille sur les classifieurs, c'est ça, c'est l'air qui se trouve sous ma courbe ROC. Ok. Plus mon aire est importante, meilleur sera mon classifieur. Ok. Un classifieur avec une aire, alors ça dépend laquelle on prend. Soit je prends l'aire totale, soit je prends celle par rapport à la première bisectrice. Moi, j'aime bien celle par rapport à la première bisectrice parce qu'en fait, c'est un indice de Gini. Ok. Je vous renvoie à ce que j'avais raconté sur les mesures de dispersion. L'indice de Gini, c'est exactement ça, sauf que c'est dans l'autre sens. Le cas, la première diagonale correspond au cas de répartition parfaite des revenus. Plus vous êtes loin, plus vous avez discriminé. Et donc, l'aire qui va se trouver entre le cas de revenus parfaits, identiques, et les revenus très inégalitaires, ça s'interprète comme un indice de dispersion. Mais là, c'est la même chose. L'aire qui va se trouver ici, je peux l'interpréter comme étant une qualité de modèle. D'accord. Donc, de mémoire, l'AUC vous mesure toute l'aire en dessous. Donc, un AUC de 50%, c'est que vous êtes juste comme le hasard. Okay. Donc, ce qu'on espère, c'est avoir un AUC le plus élevé possible. Ok, donc c'est vraiment ça qu'on mesure. Ce qu'on mesure, c'est ce taux, le false positive rate, le taux de faux positif, le taux de vrai positif. Ok, donc vrai positif, ça veut dire que je prédis un 1 et j'ai un 1. Les faux positifs, bah, c'est des gens que je prédis positifs, mais en fait qui ne sont pas positifs du tout. Ok, donc qui sont des zéros. Ok, donc je peux le voir comme étant des probabilités conditionnelles, mais les probabilités conditionnelles, je les écris comme étant des probabilités marginales. Ok, donc c'est à la fois la probabilité d'être en 0 et en 1, enfin prédire en 1. Donc c'est vraiment cette valeur-là que je vais récupérer en haut, et je divise par la probabilité d'être de type 0. Ok, donc on est vraiment sur ce 1 plus 1 quart dont on parlait tantôt, et le 5 sixième pour le taux de vrai positif dont on parlait tantôt. Okay. Donc souvenez-vous juste de cette courbe ROC, qui est toujours cette courbe avec les faux positifs et les vrais positifs. Vous pouvez construire des centaines de courbes possibles en travaillant sur toutes sortes de conditionnements dans tous les sens. Celle-là est quand même une des plus populaires, okay, avec cette interprétation qui est que ma courbe, elle est plutôt de cette forme-là, et plus elle monte, plus elle est dans la partie supérieure, meilleur vous avez réussi à classer les gens. Okay. Donc je vais m'arrêter là pour cette petite capsule et on se retrouve probablement bientôt pour d'autres.